Celui qui fera face à vous dans un instant est plus connu en tant qu'avocat. Dans sa longue et riche carrière, que nous souhaitons encore prospère, on peut se demander, mais finalement, qui est-ce qu'il n'a pas défendu? Entre nous, les journalistes, les acteurs de la société civile et encore les hommes politiques. Ce ténor du barreau n'en reste pas moins un grand homme politique. Votre invité de ce numéro-ci de l'interview, c'est le président du MDCRDA, Maître Souley Oumarou. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors finalement, monsieur le président du MDCRDA, dans la fin du livre blanc tome 1, il ne reste que vous là. C'est-à-dire? Mais il n'y a que vous que la justice n'a pas entendu, entre la police judiciaire. Ah, très bonne question. C'est vrai que lorsqu'on avait publié, l'ARDR avait publié le livre blanc, une certaine procédure avait été engagée au niveau de la police judiciaire contre les 16 leaders de l'opposition et dont je suis. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde donc a passé, ou du moins, les 14 ont été entendus à la police judiciaire. Il ne reste que 2 personnes pour l'instant qui n'ont pas été entendues. C'est vous et le président? Le président Mamour Ousmane, qui avait un privilège de protection. Mais qui n'a plus, hein? Et que pour qu'il puisse être entendu, la Cour de cassation, à la demande du président de la République, a donc levé son immunité afin qu'il soit entendu par la police judiciaire. Ça n'a pas encore été fait. En ce qui me concerne, il existe un certain nombre de protections que la loi nationale, comme le droit international, accorde à l'avocat et dont je bénéficie. C'est cette procédure-là qu'il faudrait que les autorités judiciaires et de police respectent pour que moi-même je puisse être entendu et éventuellement poursuivi. Alors, l'histoire de l'homme politique, Maître Souley Oumarou, a débuté au PNDS Tareya. On ne vous voyait pas en fait quitter ce parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est également une très bonne interrogation. Écoutez, moi j'ai une trajectoire tout à fait particulière. Je ne suis pas passé par un lycée pour faire un parcours des années 70 où les gens faisaient l'apprentissage d'une certaine forme de lutte syndicale au niveau des lycées. J'ai fait le circuit de l'ENA, donc un cycle professionnel, et au bout duquel j'ai estimé que ce n'était pas le bon choix. Et c'est comme ça que j'ai fait mon baccalauréat en 74-75. Et c'est dans le cadre de cette évolution que je me suis trouvé dans le milieu des étudiants qui, eux, ont fait les luttes de l'époque, de Pompidou, tout ce que vous savez, des événements 68. Et je me suis intégré et j'ai appris avec eux à faire au moins l'activité syndicale étudiante. Et à ce titre, étant au Togo à Lomé, j'ai fait mes premiers apprentissages de ce que c'est qu'une lutte syndicale et même ce que c'est qu'une lutte politique. Et par la suite, étant arrivé en France, dans les années 83-84, on a commencé à faire déjà des réflexions en ce qui nous concerne. Et dans les années 83, on avait créé en France, ou du moins nous étions porteurs d'une organisation qu'on appelle le GRN, le groupe révolutionnaire nigérien, qui était l'un des premiers mouvements clandestins de cette époque-là. Et on avait pris en charge un certain nombre de camarades qui se trouvaient en exil au Burkina Faso à l'époque de la Haute-Volta. Quand vous dites prendre en charge, vous venez dire financièrement? De diverses façons. Il y avait la documentation, il y a le plan financier, et puis il y avait également la jonction entre justement le travail qu'ils faisaient au Burkina, au Congo à l'époque d'Ongwabi, et puis ce qui se faisait sur le terrain également ici au Niger et en France. C'est ça qu'on avait fait. Et lorsqu'on est rentré, on a essayé également d'entretenir à notre façon ce courant-là. Et c'est à cette époque-là que j'ai connu un certain nombre de personnes, notamment mon grand ami que tout le monde connaît, Massoud Assoumi, qui faisait partie des premières personnes que j'ai connues lorsque je faisais ces activités. Voilà mes liens qui datent de cette époque. Et c'est à travers donc Massoud Assoumi que j'ai connu
le président Mambrissou. Et on était en train de mettre en place donc la création du PNDS. Et je l'avais rencontré à l'époque à Arlit. Voilà comment je me suis trouvé donc embarqué pour la première fois dans cette aventure avec des idées généreuses que nous portons lorsqu'on était étudiant et quand je disais, écoutez, c'est la bonne occasion maintenant de rendre pratique ce que nous avons développé en théorie. Et lorsque le PNDS a été créé, donc je me suis inscrit donc dans ce parti-là, avec lequel il faut dire qu'on a passé 17 ans dans des rapports de camaraderie qui semblaient sans nuage. Mais au début, je n'étais pas un acteur, comme on dirait, je n'étais pas dans le bureau du PNDS. Avec mon ami Koulibaly, on était plus sur le terrain juridique. C'est-à-dire, on se chargeait de défendre partout où le parti pour qu'il ne soit pas démantelé au niveau du système judiciaire. Ce qui fait que lorsqu'on m'a fait des propositions de nomination ministérielle, on les a déclinées parce qu'elles n'étaient pas porteuses pour le parti. Si elles étaient porteuses pour notre, peut-être, personne, notre, je dirais, ego, oui. Mais on a estimé que non, c'était un parti qui devait s'implanter et qui avait déjà la première adversité. Rappelez-vous surtout que lorsque son président, à l'époque c'était le secrétaire général, parce que la question du président nous semblait tout à fait prétentieux, le président du PNDS s'appelait camarade secrétaire général. Voilà. Et tous les postes étaient des postes de secrétaire généraux. Donc il venait de faire un départ volontaire en tant que fonctionnaire de l'État. Et on l'avait versé avec un de ses collègues qui était porteur, donc qui était également à la création du parti, 50 millions pour des départs volontaires. Ça faisait beaucoup d'argent pour l'époque, ça faisait 100 millions. Donc c'était nos premières batailles d'abord pour un peu protéger le parti et les dirigeants du parti. Et voilà. Et puis il y avait à notre façon, pour ceux qui pouvaient, des appuis financiers au niveau des caisses du parti ou éventuellement en allant sur le terrain pour faire l'implantation. Ok? Mais à un moment donné, j'ai trouvé également que ce n'était pas suffisant. Qu'il fallait également avoir de la voix, et pour avoir de la voix, il faut être sur le terrain même. C'est-à-dire de l'action politique pratique. Et à ce stade-là, je n'étais toujours pas au bureau politique du PNDS. Et j'ai estimé que ce qui était important, c'est d'avoir d'abord un mandat électif pour avoir une certaine légitimité avant d'avoir un portefeuille gouvernemental qui est très provisoire, précaire et révocable. Lorsque j'ai pu accéder au Parlement, en 1999-2004, après une première tentative infructueuse, maintenant j'ai décidé de me mettre au niveau du bureau politique du PNDS. Et vous allez voir que c'est là que le combat va commencer. Vous occupez quel poste? J'étais dans un premier temps secrétaire général adjoint aux affaires juridiques. Puis j'ai passé secrétaire général aux affaires juridiques. Puis, compte tenu du travail qu'on faisait et des difficultés qu'il y avait pour le ministre Kalla Nkoro à l'époque, qui avait énormément de problèmes pour gérer Maradi, j'ai été donc élu, pas nommé, pas désigné parce que ça ne me convenait pas, n'est-ce pas? J'ai été élu par l'ensemble des départements, à l'époque c'était arrangements. J'avais été donc élu comme étant le représentant du PNDS Taraya à la place de Maradi. Et à ce titre, j'avais été coopté, s'il faut le dire, à ce qu'eux ils appellent le présidium. Et à cette occasion, c'est de l'exercice de ces fonctions de représentant de la région de Maradi pour que le parti puisse avoir une certaine assise. Puisque lorsqu'on a fait le bilan, on s'est rendu compte que ceux qui étaient chargés de gérer le parti à Maradi n'avaient pas de crédibilité, de notre point de vue, ce qu'on entendait autour de nous, n'avaient pas d'assise de crédibilité au niveau de l'opinion. Et que mon arrivée semblait rassurer les gens, n'est-ce pas, par rapport justement à la prise en charge de problème. Et puis, sur la question en tout cas d'une certaine plus ou moins intégrité comme est prête, que les gens se sentaient rassurés. Et il me semble qu'à l'époque d'ailleurs, le président du parti était tout à fait confiant de voir qu'avec moi,
la question de Maradi pouvait très bien passer. Alors vous avez dit, c'est au moment où vous avez intégré le bureau politique que les choses ont commencé à bouillonner. Oui, parce que, vous savez, par tempérament d'abord, et ensuite par profession, c'est difficile de nous discipliner comme un soldat. C'est difficile. Par tempérament, je suis un homme indépendant. Ma profession m'y oblige et m'y forme. Et puis, j'estime qu'il y a un terme qui est très important lorsque vous êtes dans des organisations de gauche, c'est la notion de camaraderie. Parce que la camaraderie, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie en tant que telle. Vous êtes des camarades, vous êtes des égaux. Comme en 1789. Mais, au fonctionnement, je m'étais rendu compte qu'il y avait des chefs bonapartistes au sein du PNDS. Et qu'on ne peut pas contredire. Bonapartiste. Parfaitement. Si j'utilise le terme, vous qui avez une connaissance de l'histoire de Bonaparte, vous comprenez exactement ce que je dis. Et alors, donc, maintenant, il fallait trouver que je trouve des hommes à même de me faire fonctionner le parti dans les différents départements. Et il y avait un groupe de militants du MNSD Nassara qui avaient des difficultés avec le président Tadja Mamadou, en tout cas avec le MNSD, et qui ont réagi le PNDS, et qui avaient cette crédibilité, c'est tout à fait connu. Et le représentant de ce groupe-là, c'était un certain Issa Bagalam, qui est très connu à Maradi, même dans le pays. Ouais. Alors, en consultant les militants du PNDS de Maradi à Niamey, on a essayé de faire un tour de table pour voir quelle est la personne qui peut être le président fédéral de la fédération de Maradi. Et nous sommes entendus sur un nom, Issa Bagalam, pour lequel nous avons entendu faire campagne. Et Issa Bagalam, naturellement dans sa campagne, avec d'autres que je peux me permettre de nommer, notamment Alat Mbougagaskia, qui était un compagnon d'implantation du parti que Bazou Mohamed ont estimé que c'était un crime de lèse-majesté, que c'était eux les fondateurs du parti, c'était les cadres du parti, et ça là, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, ils ne peuvent pas venir prendre des places dans un parti qu'ils n'ont pas créé. On parle bien de Issa Bagalam et Alat Mbougagaskia. Feu Issa Bagalam parce qu'il est décédé. Feu Issa Bagalam, à son âme. Ok. Et voilà. Dans sa tournée de campagne, on a prêté l'intention à Issa Bagalam la revendication selon laquelle il demande un poste de vice-président, qu'on crée un poste de vice-président ou un deuxième poste, ou alors, en tout cas, que la région de Maradi ait un poste de vice-président au sein du bureau politique national du PNDS Taria, pour la simple raison que c'est la deuxième force politique du parti. Et c'est ce que vous trouvez dans tous les partis. Vous trouvez cette démonstration au niveau de MST, au niveau de la CDS. Vous trouvez effectivement des vice-présidents qui ont un poids politique en fonction du résultat électoral de leur région. Alors là, c'est ce qu'il ne fallait pas dire. Parce que le PNDS n'a qu'un vice-président. C'était Bazou Mohamed. Et si on cherche un poste de vice-président au niveau d'un autre poste de vice-président, ça ne peut être que Maître Souley Moro. Et donc pour lui, je suis là en train d'organiser un putsch contre lui. Ça, c'est tout ce qui s'explique de cette façon. Donc c'est comme ça qu'on est parti pour faire des élections. Parce que les gens parlaient de consensus, ce qui n'est pas dans le texte du PNDS. Le consensus, nous, on le savait à l'NDP. Et on a rié d'ailleurs, parce que la démocratie, nous avons toujours dit et soutenu que la démocratie, ce sont les élections. On n'est pas besoin de la République du Niger par consensus, on n'a pas besoin de l'Assemblée nationale par consensus, mais par vote et de façon élective. Et nous, on a dit, si à l'amiable ça ne se règle pas, on a fait le reste du parti, il faut aller aux élections. Et le parti avait écrit pour dire de faire des élections. Et nous sommes partis à Maradi pour faire des élections, plus précisément à Tessawa. Lorsque
une main invisible a décidé de demander à Issa Baglam de retirer sa candidature la veille. Une main invisible. Je ne sais pas c'est laquelle, mais toujours est-il qu'on a décidé de aller à Tessawa. Et moi, j'ai décidé qu'on ira à Tessawa. En tant que régional, j'ai donc la responsabilité de Maradi et j'estime qu'on a informé les gens de Tessawa qu'il y aura un conseil fédéral chez eux. Ils sont préparés en conséquence, ils sont investis. On ne peut pas, de façon individuelle, comme je vous ai dit, changer les élections et changer l'endroit qu'on avait arrêté au niveau du parti, que ça a eu à Tessawa. Alors c'est là-bas que le grand clash a eu lieu à Tessawa, parce que le président du parti était toujours à la recherche de consensus jusqu'à la veille des élections. Le président, c'est Mamadou Issoufou. Ok. Il a cherché la même chose avec moi, avec notre intermédiaire Mamadou, qui était d'accord avec moi qu'il fallait faire des élections, puisqu'il y a plusieurs candidats. Et c'est là-bas qu'il y a eu le clash. Les Bassoum, tout ce qui concerne ce précaré-là. Basma a continué sur Zander, Issoufou a levé la séance, parce qu'en plus on a commis alors la faute immonde d'avoir fait venir un huissier pour constater s'il y a faute ou pas. Alors là, il a eu la séance, il a dit que les têtes vont tomber une fois à Niamey. Ça c'est qui? Ça c'est le Le président Mamadou. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, lorsque c'est arrivé à Niamey... Alors, est-ce que vous avez continué quand même les élections à Maradi? Vous avez appelé la levée de séance? Alors, vous savez, quand il y a eu cette levée de séance, on a reporté, on est revenu faire maintenant les élections à Maradi. Avec tous les délégués, avec leur mandat, de l'ensemble des départements, les 6 départements de Maradi. Et tout le monde, pratiquement à 90%, ils ont voté pour Sabaglam. Les responsables, les précarés là. C'était qui l'autre candidat? Les autres ne sont pas venus aux élections. Parce que de toutes les façons, par vote, ils savaient qu'ils n'allaient pas passer. C'était ça le problème. C'était Alat Madagascar qui voulait le poste. Okay. Ils savaient dans tous les cas que si la élection, le candidat du précaré ne va pas passer. C'est pourquoi ils ont refusé. Ok? Et en tant que responsable de Maradi, d'après le texte, j'ai le droit de poursuivre les ordres du parti qui l'a mis en place de la fédération. Parce que le mandat qui a été donné, c'est de faire. Normalement, le bureau politique n'a rien à voir. Lorsque la décision est prise, il s'agit de l'exécuter. Et je dois, en tant que responsable de régional de Maradi du PNDS, l'exécuter. Contre l'avis du président? Contre l'avis du président, parce que c'est ce que dit le texte, je suis un légaliste. Si quelqu'un a vu le texte du parti, c'est pas moi. C'est le président lui-même. Alors, des têtes allaient tomber. Alors, et bien donc maintenant, on a fait le bureau de Maradi. Et, sachant exactement la réaction qui va se passer, moi je suis parti dans la région de Gadebéji, en balade. Et un 1er mai, ils ont décidé de convoquer une réunion extraordinaire du bureau politique national. Contrairement à ce que vous entendez maintenant, sans que j'ai été convoqué, sans que j'ai été entendu, sans que, vous savez, le bureau politique national du PNS, c'est des gens qui sont de Goti, enfin même d'Ayoru, jusqu'à Ngoti, de Bilma, jusqu'à Gaïa. Il y a des membres du bureau politique. Donc tous ces gens-là n'étaient pas là. Donc ceux qui sont présents à Niamey ont décidé, sans convocation, sans m'indiquer les greffes comme un but, sans m'appeler, contrairement à tout ce que vous entendez maintenant les gens faire. Ils ont décidé de m'exclure. Alors quelqu'un m'a téléphoné, un camarade m'a téléphoné pour me dire, écoutez, il faut que vous arriviez, ils vont vous exclure, c'est ce qui a été décidé. Le grand Bazoum est sous ses chevaux et que ça ne va pas bien se passer. J'ai dit, laissez-les faire. Ils n'ont qu'à m'exclure. Moi, j'étais devant les tribunaux. Ils ont fait l'exclusion. Je revenais de Gadebéji et je me promenais dans la rue de Maradi, que j'ai été intercepté par un monsieur que je ne connais pas, qui avait une enveloppe par laquelle je suis exclu du PNS.
Donc, j'ai pris l'enveloppe. Le temps que moi je l'avais mis dans ma poche, je pensais que c'est les quêtes habituelles auxquelles nous sommes accoutumés. Je lis, je vois une belle signature de Fumo Kogalo, comme quoi j'ai été exclu du parti. Je viens à Niamey, dans un gros registre, quelle transmission. Et là, la télévision de la voix était présente. On m'a notifié de façon officielle mon exclusion. Moi-même, tous les présidents et secrétaires généraux du PNDS de la région de Maradi qui n'étaient pas d'accord avec la position de Sou Mamadou ont été exclus. De la région de Maradi. Parce que on avait la même position. Ils étaient tout à fait d'accord avec Bagalam contre l'avis de la direction du parti, en tout cas du directeur du parti. Bagalam a également été exclu. Bagalam, tout le monde, tous les responsables, Bagalam était déjà responsable au nom de la commune de Maradi. La seule personne qui avait été sauvée à l'époque, c'était le président de Dakoro et le président de Guidanouji, qui étaient très proches de Kalankoro. Mais tous les autres étaient unanimes, étaient solidaires avec la position que nous avons. Donc c'est contre tout principe démocratique. Vous étiez des rebelles, en fait. Mais en tout cas, mais disons, pour faire entrer beaucoup plus soldats, on était des indisciplinés. En fait, vous dites qu'il n'y a aucune démocratie au sein du PNDS. Mais vous savez, les journaux à l'époque, quand nous étions partis, les journaux l'avaient écrit. Si vous lisez la bonne période de l'événement du républicain, vous allez voir qu'on a dénoncé l'absence de démocratie au sein du PNDS. Que le parti était une propriété personnelle. Et à l'époque, vous savez, j'étais en adversité avec Bazoum, et à l'époque, on ne peut rien refuser à Bazoum. Aujourd'hui aussi, non? Je ne sais plus tellement ce qu'ils font. Mais probablement, bon, ça doit être moins, je pense, pas idyllique, mais peut-être les raisons ont évolué. Peut-être ça peut être la reconnaissance des services rendus. Peut-être. Mais c'est pas la même chose où la grande Libye, Kadhafi était là. Alors, on a décidé maintenant de faire des procès. On a décidé de faire le procès contre le PNDS. D'abord, on était à la fin des élections. On a obtenu que le juge de référé suspende l'exclusion pour nous permettre d'être candidats. Ils ont attaqué. Bagalam, sa décision également, nous l'avons portée devant le tribunal de Maradi. À Zander, on a eu également raison. Mais Bazoum a fait une sortie médiatique pour dire mais le parti PNDS là, c'est eux qui l'ont créé. Ce n'est pas les juges qui l'ont créé. Les juges ne peuvent pas obliger le PNDS à réintégrer les maîtres Solo Oumarou et les Issa Bagalam. Et que s'ils veulent, ils n'ont qu'à venir au siège. C'était l'un des premiers actes où ceux-là déjà disaient en fait qu'ils s'en foutent de la loi, qu'ils s'en foutent des décisions de justice. Et nous, on voulait les amener à la faute. Ce n'était pas qu'on voulait venir au PNDS. On a vu leurs limites de quoi ils sont capables. Maintenant, on voulait que les Nigériens sachent mais qui sont ces gens-là. Sur la base d'un certain angélisme, d'un certain idéalisme, on a pensé qu'on avait affaire à des camarades. En fait, on avait affaire à des espèces de souverains qui géraient des sujets. Et moi, je ne suis pas un sujet. Alors, donc, vous vous êtes battu, finalement, vous avez quitté le PNDS. Alors, hormis tout ce que vous venez de dire, c'était quoi quand même? Hormis tout ce que vous venez de dire là, c'était quoi quand même le PNDS auquel votre PNDS à vous? Je ne suis pas d'ailleurs ce que je vous dis, je ne suis pas le seul à vivre ça. Je suis convaincu même aujourd'hui. Je suis sûr que les camarades qui ont intégré le PNDS, je suis convaincu qu'on a les mêmes idées. C'est-à-dire cette volonté d'avoir un peuple citoyen, d'être au service de ce pays, et d'être des gens désintéressés, d'être des gens qui mettent l'intérêt général devant toute chose, de n'avoir jamais pensé qu'il fallait poursuivre l'enrichissement. Si je voulais être riche, je n'ai pas besoin de faire la politique. Mon métier me permet allègrement, en interne comme en international, de m'enrichir et d'être respecté mieux que si j'étais ministre ou député. Mais nous avons des obligations civiques dans notre pays. Vous savez, nous, on vient d'une génération
où nous sommes des enfants de l'école publique. Nous sommes des enfants de l'école publique, c'est-à-dire c'est le Niger là que vous voyez là. C'est lui qui a fait de nous des petits villageois broussards, courant la savane, sans chaussures, pour en faire les maires du Plémé du monde. Et des interprètes de référence dans le monde. Ça se paye. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en politique, en dehors de ce que m'a apporté ce pays dans ma profession. Je pense que j'ai une dette à payer. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire. Et au PNDS, la preuve, au jour d'aujourd'hui, il me semble qu'il faut la distinction entre les gens, les camarades du PNDS qui ont créé le parti, qui ont les idées, et puis ceux qui sont venus, justement avec des sacoches et d'argent de blanchiment, pour ne faire même pas sur le parti. Cela-là, je suis convaincu qu'un jour on va se retrouver, parce qu'on a les mêmes idées, on a la même trajectoire, et ceux-là, ils ne se sont pas enrichis avec du PNDS. Si vous voyez aujourd'hui, les gens du PNDS, gros, gras, n'est-ce pas, qui ont des 4x4 V8, c'est justement le précaré. Vous avez beaucoup de gens du PNDS aujourd'hui, s'il y a un événement social, vous les voyez en mobilette, en tout cas sur des motos, quand vous les appelez, ou même à pied. Le statut n'a pas changé. Le PNDS, du PNDS, c'est devenu enseignant. Est-ce qu'aujourd'hui la situation de l'enseignant a évolué? Vous avez plus de contractuels que d'enseignants titulaires. C'est un réservoir. Parce que le PNDS n'a pas de fonctionnaires, il n'a pas de cadres. Les cadres sont dans d'autres partis. Tous ces messieurs que j'ai rencontrés, quand je faisais de la politique, moi j'étais dans un véhicule, j'ai rencontré des enseignants qui faisaient la campagne. Pour le PNDS, je les ai rencontrés à pied. Ils faisaient de village en village pour faire la campagne du parti. Donc moi j'estime qu'à partir du moment où je trouve qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, je ne peux pas accepter un tel parti. Maintenant, il s'est trouvé que il y avait le camarade Sambou Seydou. Lui aussi était de la même front à Douti, avec Foumakoy. Lui aussi, ils lui ont fait ce que vous appelez un labo. Pour l'époque, ça n'existait pas, mais c'était. On lui a mis dedans dans ses bottes intérieures pour le combattre, alors que son adversaire était Pierre Foumakoy Gallo. C'est comme ça que, faisant les chemins, nous avons décidé de créer le MDC Yalla. Mais avant de parler de MDC Yalla, avant de quitter le PNDS, avant vous vous accommodiez bien de cette gestion militaire du parti? Non. Moi, je vous dis, je n'étais pas dans le bureau politique. Parce que je ne connais pas les réunions. C'est-à-dire, je n'assiste pas aux réunions pour voir comment se fait la prise de décision. Okay, vous voyez? Donc, moi, je vois des bons copains, des bons camarades, que je rencontre chez moi ou chez eux, on rigole. Voilà, il y a telle chose à faire, il faut faire. Il y a tel dossier d'un camarade, on s'en occupe. Du parti, on s'en occupe. Il y a telle dépense, on paye. C'est tout. Mais, c'est-à-dire, c'est les bons samaritains que tu vois de la rue. Oui, c'est comme le chef de famille s'en bat dans la rue, mais quand il revient à la maison, tout le monde tremble. Donc, je n'étais pas en interne. Et je vous dis que même étant député, je n'étais pas dans le bureau politique du PNDS Taraya. Je ne sentais pas la nécessité. Vous avez gardé votre liberté, Oui, c'est en fait ça. Et ça, je tiens à... Vous savez, la démocratie, comme pour vous la presse, la chose qui a apporté le plus pour nous, la génération, c'est la liberté et la liberté de parole et d'expression. La génération, c'est d'abord celle-là qui est importante. La deuxième chose, c'est la liberté d'aller venir, sans se cacher. Pour nous, c'est vital. C'est atavique comme nécessité. Je savais pour rien au monde, je devais tout perdre sur la liberté de parler, d'aller venir. Non. Ça, je suis prêt à en payer le prix. Personne ne peut me la... Et ça, c'était pas possible au PNDS à ce moment-là? Maintenant, je ne pense pas que ça évolue. Parce que vous savez, c'est une forme de fonctionnement d'un parti. Nous, la génération à laquelle j'appartiens, nous avons fait l'école à partir des livres du marxisme-léninisme. Et si vous regardez la situation du PNDS, pour bien comprendre son fonctionnement, réalisez Lénine. La première, vous savez, les partis avant qu'il y avait la démocratie, les partis n'existaient pas avant. Des gens comme Lénine étaient les premiers à créer des partis comme des instruments de conquête du pouvoir.
et après eux les fascistes. Les partis, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de démocratie sans parti. Non. On peut avoir la démocratie sans des partis. De la période de Rome en passant par la Grèce, il n'y avait pas de parti. Il y avait la démocratie. Mais alors, quand est-ce que le PNDS a perdu la notion de secrétaire général pour évoluer à celui de président? Vous étiez au PNDS encore, non? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, nous, ça nous a frappé. Et je ne sais pas si je me rappelle, il y avait des amis, des camarades qui se moquaient de nous, en disant c'est quoi cette invitation de secrétaire général à président. Mais comme dirait le président Germain Koué, vous savez, à un moment donné, il y a des responsables politiques qui ont le vertigo. Vous savez, chez nous, là, au village, quand tu dis secrétaire général, quoi, ça fait affaire de gamin. Ça sonne pas bien. Mais président, tous les villageois savent que c'est le président. Donc, de leur point de vue, ils sont adaptés justement à l'environnement. L'environnement, secrétaire général, c'est pour les étudiants au niveau de l'USN, c'est pour les syndicats, mais ce n'est pas pour les partis. Donc il y a eu cette mutation-là. On estime qu'on ne vous prenait pas au sérieux? Mais déjà ça, là, du point de vue sémantique et idéologique, c'est un changement important. Parce que lorsque vous avez un secrétaire général, comme je dis, c'est un camarade. Lorsque vous avez un président, vous avez un chef. Oui. Chaque fois que vous entendez le président, y compris moi-même qui vous parle, c'est cette imitation que je suis en train de faire. Merci pour cette honnêteté. Alors finalement, vous avez créé le mouvement pour la démocratie et le changement, le MDCR, dans lequel vous estimez vous épanouir plus qu'au PNDS. Et alors, le MDCR, dans tous ces cadres partis politiques au Niger, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah, c'est intéressant. Vous savez quand même, je vous ai dit qu'après moi, Saboussoud a été exclu. Oui. Parce que c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on a dit, écoutez, ces messieurs-là, on va voir de quoi ils sont capables. Donc, au lieu de créer le parti, on a dit, on a créé MDC Yada, c'est un courant politique au sein du PNDS. Vous savez comme Parti Socialiste, au Parti Socialiste français, c'est de la provoque quoi, finalement? Au départ, c'est pour qu'on va voir, est-ce qu'ils ont du sang-froid? D'accord. Ils ont manqué d'élégance. Dès qu'on a dit qu'on a créé un courant avec Sabo, ils ont exclu Sabo. Oui, parce que Sabo, ça doit être exclu. Donc maintenant, il y a des gens. Lorsque nous avons créé le MDC Yada, on savait qu'on allait faire un parti, on fait, comme vous avez dit, la provoque, pour voir, écoutez, est-ce que ces gens sont capables de gérer des hommes et encore de gérer un pays? Parce que, pour faire un retour en arrière, à Tessawa, lorsque le président Soufou a refusé que le conseil se tienne, mais il y a des militants qui l'ont dit, monsieur le président, ça c'est une querelle de famille. Vous qui avez le projet de diriger un pays, vous pouvez quand même facilement éteindre un foyer, un litige dans une famille. Si vous n'arrivez pas à régler, c'est un mauvais précédent. Un jour, quand vous êtes la responsabilité de ce pays, ça va être un problème. Moi, c'est maintenant que je me rends compte, 15-16 ans après, enfin du moins dans les années donc 2005 à maintenant, ça fait 10 ans, que c'est prémonitoire. Que les gens ont dit, faites attention, donnez-nous l'exemple à travers votre gestion de votre parti, de les litiges entre vos militants. Comment vous pouvez surmonter ça sans faire l'exclusion comme ce qui venait d'arriver au Front National tout récemment? C'est comme ça qu'on a fait semblant lorsqu'ils ont fait des recours devant les tribunaux. On a rigolé, on n'a plus répondu. Parce que l'objectif, c'est de montrer qu'ils peuvent refuser l'exécution des justice, qu'ils n'appliquent pas leur propre statut et règlement intérieur. Mais à partir du moment où un parti ou responsable d'un parti n'applique pas le statut, n'applique pas le règlement intérieur, ne respecte pas la loi, qu'est-ce qu'un avocat comme moi, un homme de loi comme moi, qui fait du droit depuis plus de 40 ans? C'est ça la sécurité des militants. D'abord, si le militant n'a pas la protection des textes du parti, il a une insécurité, il faut partir. Le MDC Yada. Ok, bon, avant de compter, je vous précise que le MDC Yada a eu des gens qui sont aujourd'hui aux affaires, avec lesquels on a créé ça. Et en m'entendant, ils seront de qui je parle. Mais comme je ne veux pas gâter le couscous, non, on laisse comme ça. Mais le MDC Yada, qu'est-ce qui est l'apport de plus? L'apport de plus, vous savez, depuis 1990, si vous regardez, la plupart des partis de droite comme de gauche, quand vous lisez le programme, ils disent la même chose.
Et quand ils sont aux affaires, ils font l'inverse. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, la démocratie n'a pas apporté de plus-value pour les citoyens. Par contre, si vous remarquez, le monsieur qui est la savate il y a 1 mois, 2 mois, 2 ans, vous rencontrez, il est dans un palais, il a une série de véhicules, y compris pour lui-même, ses enfants et ses épouses. Ça là, le Yada ne fera pas ça. Vous êtes d'accord? Deuxième chose, on ne fera pas de pillage. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, si je me suis normalement, je n'ai payé personne. Le pillage là, on ne va pas accepter ça. Et c'est pourquoi nous, on a toujours dit, on va aller au rythme qu'il faut pour qu'on évite au maximum de piller l'argent du parti, du pays pour faire des partis. Parce que la plupart des chefs de parti, vous regardez, c'est des fonctionnaires. Où est-ce que les gens ont trouvé l'argent qu'on voit, qu'on donne à tour de bras? Si c'est, où est-ce qu'ils ont trouvé ça? L'exemple le plus significatif, quand vous prenez le code électoral de 1992, la conférence, la caution pour être président de la République, c'était 2 millions. Récemment, là, c'était 20 millions. Et les gens ont payé. Qui a payé? L'argent sorti d'où? Quand vous voyez des tas de milliards qu'on investit dans les élections, l'argent sorti d'où? Ça, c'est la première chose. La troisième chose, nous, on ne veut pas être un parti au service de l'étranger. Ça, non. On va être au service du Niger et des Nigériens. Ceux qui veulent aller avec nous. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce genre de discours, on va vous dire, ah ben si vous tenez comme ça, vous ne voulez pas des gens qui glanent un peu l'argent de la caisse, si vous arrivez aux affaires, qu'est-ce qu'ils vont manger, vous n'allez pas avoir des militants. Moi, je dis, nous ne sommes pas pressés. Le MDC Yada n'est pas un projet individuel. Ce n'est pas un parti que je décide de transmettre à mes enfants et à mes petits-enfants. Ce n'est pas mon bien. Maintenant, vous avez déjà la génération des pères de l'indépendance du Niger. Quelle était nos préoccupations? C'était d'abord l'école, c'est la santé, n'est-ce pas, et l'hydraulique. L'un des premiers problèmes du Niger, c'est l'eau. Et tout le monde va vous dire que ce pays-là regorge d'eau au sous-sol. Mais aujourd'hui, après 4-5 ans, est-ce que vous en pensez en train de faire la question de l'eau? Le Niger ne peut pas se baser seulement sur l'eau de pluie. Les gens le disent. Mais ils le disent, mais qu'est-ce qu'ils font en contrepartie? Sur le plan de la santé, que ce soit de la femme, de l'enfant, de façon générale. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de l'argent, est-ce que vous pouvez vous soigner? C'est pas ce que nous avons connu au moment de l'indépendance. On a plus de mois, le budget était à quelques millions. Le mouvement, je me rappelle quand on avait annoncé dans les années 65-70, 15 billions, non 15 milliards, pardon, de budget, mais pour moi c'est de l'argent infini. On est à des milliards de milliards. Mais comment on peut payer ce permettre aujourd'hui au Niger? Lorsqu'on dit qu'on parle de justice sociale dans notre constitution, que pour la maman, le bébé, les indigents, on fait des lois sur les indigents. Et quelqu'un d'indigent, c'est quelqu'un qui n'a aucun moyen pour payer une ordonnance, pour payer une consultation. On continue à faire cela. Ça se passe sur la santé. Ne parlons même pas des différentes maladies. Parce que Ebola, on en a parlé partout. Nous sommes un peu de transit. Personne ne sait s'il y a Ebola ou pas, ou ça existe. C'est de la méningite, les dégâts que ça a eu. On a caché ça aux gens. On ne fera pas comme ça. Maintenant, c'est la question des ressources. Dans cette même salle, lorsqu'il a eu le coup d'État contre Tanja Mamadou, l'argument de propagande, c'était de dire que le Tazarti, ça a pris avec l'aide de certaines personnes, parfois même des gens tout à fait de façon sincère, qui ont fait prévaloir des textes que le peuple s'est donné contre le peuple lui-même. Voilà. Et on a oublié que ceux qui sont les commanditaires de cette opération, c'était Imoranen qui les intéressait. On l'a déjà dit, nous avons dit, c'est pas affaire de texte, c'est affaire d'Imoranen. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans des raisons. Imoranen est enterré. Mieux, vous voyez même les autres mines sont en train de fermer et les gens sont en train de licencier. Ça, on ne fait pas pareil. Le pétrole, tel que ça fonctionne comme ça, moi aujourd'hui, vous me demandez mon avis, non? Je préfère qu'on ferme même carrément Soraz et compagnie. Parce qu'il n'y a rien, ça nous appartient que des problèmes.
Tout cas, le problème, on va sur quelque chose qui n'est pas rentable, qu'il n'y a pas de retombées. On va s'endetter dans des pays pour plusieurs générations et qu'il faut payer. Alors, maître, ça veut dire que, comme vous dites, ça fait 25 ans qu'on tourne en rond. La solution qu'on propose, c'est de rompre avec tout ça, c'est ça? Ah oui, moi je pense que... Écoutez, les Nigériens n'ont qu'à venir avec nous. Les Nigériens qui aiment ce pays. Vous profitez de votre micro pour faire de la campagne? Absolument, je fais la campagne. Mais la campagne n'est pas encore ouverte. Hein? Même si elle n'est pas ouverte, la loi me dit que je peux m'exprimer sur ce que je dois faire. Ne pas faire campagne? Je ne fais pas campagne au sens où vous l'entendez. La campagne, je ne vous ai pas dit, écoutez, j'ai dit venez avec nous. Je n'ai pas dit deuxième sur le comme président de la République. C'est la même chose. Non. En tout cas, je suis aller dans mon village pour me présenter, pour que je sois accueilli de façon publique parce que j'ai en vacances. Alors, monsieur le président du MDCR, le climat politique reste tendu, l'opposition, la majorité, les non-affiliés, vous ne vous parlez qu'au cours seulement des réunions du CNDP, et là encore, comment allez-vous à des élections dans de telles conditions? Comment est-ce qu'on peut aller dans des compétitions électorales, dans des conditions où on ne se regarde même pas pour votre gens se parler? Vous savez, c'est une culture. Vous savez, c'est une culture que les gens avaient lorsqu'ils étaient adolescents et qui malheureusement qu'ils sont en train de perpétuer au niveau de la gestion de l'État. Vous savez, à l'époque, sur les campus, il y a ce que les étudiants appellent la démarcation physique. La démarcation physique. Dès lors qu'on ne suis pas d'accord avec vous, on ne se dit plus bonjour. On ne se fréquente plus, on ne va plus au restaurant ensemble. Devenus adultes et grands-pères, ils ont le même comportement. C'est-à-dire ça, je vous parle de ceux qui gèrent l'État. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables de partager. Parce qu'en fait, la démocratie, c'est pour vous dire, la démocratie par définition, c'est le sens du compromis. C'est se parler, c'est dialoguer. Et c'est ceux qui croient au sens du compromis de notre politique qui ont créé le CNDP. Ceux qui ne croient pas au dialogue politique, lorsqu'ils sont venus aux affaires, ont annoncé qu'ils allaient supprimer le CNDP. Mais le CNDP est toujours là. Mais les gens l'ont annoncé, et croyez-moi, si le CNDP était là, c'est après cette activité, c'est la suite de correspondances qui ont été adressées par l'ARDR, les de l'opposition, et auxquelles j'appartiens. Ce n'est pas qu'on a été convié, parce que le CNDP, il peut être convoqué par le Premier ministre lui-même, par l'ARDR, ou par toute cette structure, pour venir examiner des questions d'intérêt national. Ça n'a pas été créé par l'opposition. Le CNDP a été créé par le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est lui qui a intérêt à ceux pour qu'ils puissent gérer, d'avoir l'apaisement. Ce n'est pas l'opposition de le poursuivre. Donc, ils n'ont pas fait. Mais c'est quand même la responsabilité de la RDR d'aller au dialogue. Est-ce que vous avez demandé le dialogue avec le régime? Nous avons toujours pas le dialogue. Le dialogue, c'est un terme général. Mais sur des questions particulières, nous avons saisi le gouvernement. Par exemple, prenons un exemple. de la Cour constitutionnelle. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien entrepris avec le gouvernement. Toutes les réunions qu'il y a eu du CNDP, vérifiées, c'est l'ARDR qui a demandé que ça soit réuni. Actuellement, par rapport aux questions que vous avez posées, nous avons demandé la convocation d'un CNDP extraordinaire. Le Premier ministre, au jour d'aujourd'hui, ne nous a pas répondu. Ça fait bientôt 2 semaines. C'est un cas que je vous donne. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire une course au délai. Puisqu'on a dit dans le cas de la CEDEAO, 6 mois avant les élections, on ne doit pas entreprendre des réformes. Donc ils veulent amener le pays à cette limite extrême de 6 mois pour dire que vous êtes venus très tard, on ne peut pas refaire les choses. Deuxième chose pour vous dire que c'est nous tout le temps qui demandons la rapport du CNDP. Vous savez actuellement ce qui fait litige. La question de la loi sur la CENI, la question de la loi sur les élections présidentielles, législatives et locales. Ce sont 2 lois qui ont été adoptées en 2014, alors qu'elles n'ont pas été discutées au CNDP. Or, il était convenu de la tête du CNDP que toutes les questions relatives aux élections doivent faire l'objet d'un consensus au CNDP. Les 2 lois aujourd'hui là dont on discute là, et ces lois-là, elles ont été adoptées sans justement l'opposition, sans les partis non affiliés. Autre chose, nous avons une loi
sur la question de financement des partis politiques. Là aussi, la loi a été acceptée par consensus. Le texte a été envoyé au Parlement avant qu'il ait été ramené au niveau du gouvernement pour faire une base, parce qu'on estime que peut-être ça va créer des profits financiers pour à l'opposition, donc on bloque. Maintenant, vous voulez qu'on parle de la Cour constitutionnelle? Oui, bien sûr. Allons-y. Alors, la Cour constitutionnelle, vous la récusez. Mais alors, comment est-ce que vous pouvez la récuser? Vous savez... Le gouvernement dit qu'il ne peut pas toucher la Cour sans violer la loi. Je peux vous donner... Vous savez, nous avons un problème de mémoire historique au Niger, même récemment. Un problème de mémoire historique? Oui. Les Nigériens oublient vite. Tout seul. Quand il y a eu le problème des régés... Le général Salou. Sous le général Salou, comme vous l'appelez. Non, c'est juste pour que... Voilà. Donc, il y a eu le même problème des régés des listes. Nous sommes allés trouver à sa demande. Moi, je n'étais pas candidat au président de la République, mais j'ai représenté le candidat Sinu Marou et Chef Amadou qui était à l'instructeur avec nous. J'estime que les jeux sont faits, qu'ils n'ont pas y aller. Ils m'avaient délégué pour les représenter. Et j'étais étonné, on a dit non, on ne peut plus, la Cour constitutionnelle a rendu des arrêts. On ne peut, si on ne les exécute pas, on va, le président, le général Salou risque d'avoir vu la Constitution et il peut être frappé par la loi. Un bon soldat, vous savez, lui, il connaît ce que c'est la discipline, c'est que c'est que le respect du règlement. Et il a dit, ah non, si c'est comme ça, c'est pas possible. Et j'ai rappelé un président. Peut-être c'était quoi? C'est que lorsque j'étais au Parlement dans les années 2000-2003, il y a eu des élections locales et des dossiers ont été rejetés. De l'Assemblée, étant responsable du groupe en même temps que Hassoumi, nous avons remis ce litige-là dans le panier du CNDP. C'est comme ça qu'on a pris un autre décret de convocation, on a pris un ancien décret, et puis tout le monde est allé aux élections. C'était à la demande de l'opposition de l'époque. Donc du PNDS. Du PNDS. Auquel vous apparteniez. Ils appartenaient à l'époque, étaient au Parlement. Donc on a obtenu cela. Donc ça veut dire qu'on peut trouver un compromis, même par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle. C'est avéré, on peut sortir les décisions et on va voir quels sont les magistrats qui ont rendu, et ce n'était pas des moindres. Et le soldat Abdraman avait même annoncé qu'il y a des cas où on peut même régulariser. La Cour a l'habitude d'appeler des partis politiques lorsqu'elle se rend compte qu'il y a des manquements pour venir régulariser le dossier, pour éviter. Parce que le dossier, il ne s'agit pas d'éliminer des gens. C'est pas le jeu. Le jeu, c'est de permettre au maximum de personnes de compétir et que le peuple tranche. Or, l'objectif, on a voulu transformer une cour à une cour de censure. Voilà. Vous n'allez pas. Donc, et en discutant avec les uns des autres, il y avait le président de la Cour d'État, il y avait la présidente de la Cour des comptes, qui est comme responsable également politique, donc judiciaire, ministre de la Justice. Je dis, mais vous y étiez vous là? J'avais pris à l'époque, c'était le président Omar Yahi, il y avait mon ami Abdoulaye Jibo. Je dis, mais vous étiez à la Cour constitutionnelle lorsqu'on a fait ça. Comment politique c'est pas possible? Et c'est comme ça qu'on a dit que c'était possible de trouver une solution. Ce sont des questions qui l'ont dit. C'est au moment où le général Salou a dit voilà, on va former un comité écrit à l'université pour trouver une solution, que l'actuel locataire de la présidence a dit au président Salou, ce n'est pas la peine. On a commencé déjà à agir la lettre pour trouver la solution. Donc, la solution... Il a dit c'est pas la peine et on a fait quoi? Mais naturellement, Salou a dit on passe à autre chose. C'est comme ça qu'on n'a pas pu trouver la solution. Non. Et c'est ce jour-là qu'on a décidé de créer l'arène. Parce que certaines personnes avaient imaginé que puisqu'on n'a pas causé les dossiers, on n'allait pas partir aux élections. Et on allait laisser aller aux élections seuls. On a compris ça. On a dit non. On va aux élections. Comme cette fois-ci, on va aux élections. Donc ne vous inquiétez pas. Le rêve de certains, ce n'est pas d'aujourd'hui. À l'époque, ils agissaient par intermédiaire. Ils n'ont pas voulu que les gens aient aux élections. Aujourd'hui, c'est eux qui sont aux commandes. Ils feront tout pour qu'on n'ait pas aux élections. Même aux élections. Mais revenons en arrière encore. Maintenant, par rapport à la Cour, vous dites qu'on va demander. Même si c'est possible. Je vous ai rappelé, ce précédent, c'est que même si c'est possible, ils ne vont pas le faire. Pourquoi?
Parce que ça ne fait pas d'affaire. Sinon, moi je veux vous dire que la Constitution elle-même permet qu'on change cette cour. J'avais voulu laisser la primeur de cette remarque-là à nos constitutionnalistes. Et c'est ceux qui ont vu le même problème que moi. Parce que quand vous allez au fameux article, il parle de l'article 135, qui dit que la Cour constitutionnelle ne peut être dissoute et aucune disposition de la présente Constitution relative à la Cour ne peut être suspendue. Ça veut dire quoi? La Cour, les membres de la Cour sont nommés par décret du président de la République. Donc celui qui peut dissoudre, c'est le président en prenant un décret d'abrogation, ou en tout cas du dessous de la Cour, parce qu'ils ont été nommés par décret. Ça, on dit c'est pas possible. Donc nous ne demandons pas ça au président de la République. Vous comprenez? Par contre, le même article dit que la présente Constitution relative à la Cour ne peut être suspendue. Donc tous les articles, on ne peut pas se suspendre des articles qui concernent la Cour. C'est-à-dire que la Cour va toujours exister en tant que telle. Mais par contre, cet article-là, il n'a pas dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution, qu'on ne peut pas réviser l'article 135. Parce que la révision, là, voilà ce que dit la révision. La révision, c'est l'article 175. 175, mais 175 qui nous intéresse. Parce que le 175, il dit que aucune procédure de révision ne peut être recevable contre les articles 147 et 185. Le 47 là, c'est le mandat, 2 mandats, pas plus. Donc ça ne peut pas réviser. Le 185 là, c'est l'amnistie des auteurs du coup d'État. On dit que ce n'est pas révisable. Donc tout est révisable. La solution de la Constitution, je vous l'annonce. Donc on peut réviser l'article 135. Alors pourquoi jusqu'à présent vous n'avez pas posé ce débat-là? L'article 6, 4 ici de la Constitution, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? L'article 4 dit que, vous permettez rapidement, l'article 4, il dit que la souveraineté appartient au peuple. Donc le peuple là, il peut réviser la Constitution. Mais il peut le faire comment? Sauf les articles. Permettez. Sauf les articles que vous êtes 47 et 185. Tout est révisable. Maintenant on dit le peuple là, comment il peut réviser la Constitution? Il peut le faire directement par référendum ou alors par ses représentants. L'Assemblée nationale. Si les députés, enfin la classe politique, de façon consensuelle, décident de réviser l'article 135, n'est-ce pas, pour abroger cette disposition-là, je vous dis que c'est possible. Mais eux, ils disent que la Cour n'a pas de problème, c'est même ça le problème. Ah, mais écoutez, c'est tout ce qu'on dit qu'on nous a fait. En 98, Barré avait dit que la Cour n'avait aucun problème. N'est-ce pas? Mais ils ont dit qu'il y a problème. Et ils ont soutenu que comme il y a 2 parties prenantes, le gouvernement dit que c'est bon. N'est-ce pas? Et de l'autre côté, l'opposition dit que ce n'est pas bon. C'est comme ça qu'ils ont trouvé un consensus. Non seulement pour écarter les Ali Bandari et compagnie, les Soulab Draman, mais ils sont arrivés à une coup auquel ils ont fait confiance. Et on est allé aux élections avec un code électoral consensuel, qui est un des meilleurs codes électoraux du Niger. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui nous-mêmes? C'est que les règles de jeu, avant d'aller aux élections, soient acceptées et respectées de tous. Puisque c'est une compétition. Les compétitions, avant de les faire, on défie les règles du jeu. Même à la lutte traditionnelle. Il y a un code. Donc j'estime que nous devons arrêter ce code-là. Dès lors que la Constitution, vous voyez bien, dès qu'on peut réviser. Parce que les textes que nous avons au Parlement, à travers le CNDP, quand c'est adopté de façon consensuelle, tous les députés votent pour ce texte-là. Donc arrêtons de dire que la loi ne le permet pas. Maintenant, je sais, vous savez que les gens vont s'arc-bouter comme dans la période de Général Salou pour dire que ce n'est pas possible. Moi je dis c'est possible. Et si des gens contestent ce que j'ai dit, qu'ils nous permettent d'amener, de faire appel à des experts en droit constitutionnel internationaux pour nous donner l'interprétation par consultation, je suis prêt à contribuer financièrement à cette consultation. C'est ce que je dis est faux vrai.
Très bien. Alors, je parlais tout à l'heure de tourner à rond, la RDR, les non-affiliés, les organisations de la société civile. Vous venez de créer le FPR, le Front Patriotique pour la République. C'est pas du déjà vu ça? Non. Ah non. Alors, il y avait eu la CFDR, le FRDD, et puis tout ce que vous voulez. Oui, mais écoutez, il a RDR aussi. C'est pourquoi on n'a pas dit que quand on a créé l'RDR, c'est la même chose qu'avant. Pourquoi on l'a pas dit avant? Parce que maintenant on a créé le FPR, vous dites ça. Vous savez, le FPR, et encore, c'est sur votre télévision. Nous étions au congrès de Yarda à Maradi. Compte tenu du bordel, comme disent les militaires, qui prévaut, on a dit il faut un front. Quel est l'objectif de ce front? Il ne s'agit pas de créer un front pour aller aux élections. Le front qu'on a créé, ce n'est pas pour qu'il aille aux élections, non. On a dit venez. Toutes les forces qui peuvent préserver des élections libres, pour qu'il y ait des élections libres, transparentes, pour qu'il n'y ait pas fraude, pour que le verdict du peuple soit respecté, pour qu'on ait avec un fichier électoral crédible, accepté de tous, pour qu'il y ait des élections normales, tel qu'on l'a toujours sur le plan international, on dit ça le plus souvent les élections sont passées. Or aujourd'hui, les conditions pour qu'on aille aux élections acceptées de tous ne sont pas réunies. Nous avons donné au niveau de l'ADR et en fait au niveau de FPR, nous avons dit non. On ne peut pas laisser la politique là et la démocratie. Ce n'est pas l'affaire des partis, c'est l'affaire des citoyens. C'est aux citoyens que nous faisons appel pour empêcher que le feu prenne la maison. Ce n'est pas seulement l'affaire des partis. C'est donc un front qu'on a créé pour que l'ensemble des forces viennent avec nous pour qu'on ait une CENI normale, qu'on ait une cour constitutionnelle normale, qu'on ait un fichier normal, accepté de tous. Et tout le monde sait que si on n'a pas cela, mais ce qui s'est passé au Burundi peut arriver chez nous. Ce qui est en train de s'annoncer au Congo peut arriver chez nous. Ou dans d'autres régions. Nous on dit non, on ne peut pas accepter qu'après tant de sacrifices, que les gens toujours nous reviennent à casse départ. Alors, vous déclarez que quelles que soient les conditions, vous irez aux élections. Ça là, je vais vous dire encore, Inch'Allah, on sera aux élections. On va se battre pour que ces élections-là soient justes. On n'acceptera pas qu'on vole le peuple nigérien. Quels sont les objectifs du MDCRA? Nous là, on partagera le pouvoir de 2016 avec nous, mais dans le cadre des partis de l'opposition et des démocrates que vous êtes et d'autres, pour faire un pays, un Niger différent. Ce pays-là. Vous ne serez pas candidat à la présidentielle, non? Je ne sais absolument rien, c'est pas à moi de décider, c'est le parti qui décide. Et si le parti décide, on va y aller. Maître Souley Umaru, président du MDCRA, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro de votre émission, donc, interview. Merci et au revoir.